Bienvenue, aujourd'hui on plonge un peu dans les coulisses de la data science. On va explorer un truc fondamental mais qu'on oublie parfois. La gestion des données et le rôle crucial des bases de données. On s'appuie pour ça sur des éléments d'un document Database e gestione dati nella data science. L'objectif, c'est de décortiquer un peu comment on organise, on stocke et surtout comment on prépare les données. Parce qu'avant même de lancer la moindre analyse, il y a tout ça. Et c'est pas rien. On dit que ça, la préparation, ça peut prendre jusqu'à 80% du temps d'un projet. Vous imaginez? C'est considérable. Alors, on va essayer de comprendre pourquoi. Absolument, c'est un point essentiel. Sans une gestion vraiment rigoureuse des données en amont, même les analyses les plus sophistiquées, elles risquent de donner des résultats qui valent rien, ou pire, qui sont trompeurs. C'est le fameux principe garbage in, garbage out. Garbage in, garbage out. Voilà. Si on met n'importe quoi en entrée... On aura n'importe quoi en sortie. Logique. Ok. Alors, pour poser le cadre, la data science, rappelons juste, c'est ce mélange de maths, de stats et d'informatique. Le but, extraire du savoir des données, comprendre des phénomènes, prédire un peu l'avenir. C'est ça. Et au centre de tout, il y a la donnée. Mais attention, faut faire une distinction importante entre la donnée brute, genre une séquence de caractères, 37 par exemple, et l'information. Ah oui, c'est pas la même chose. Non. Pour que 37 devienne une info, il faut du contexte. 37 quoi? Degré, l'âge de quelqu'un, lié à quel objet, à quel moment, quelle unité. C'est tout ça qui donne le sens. D'accord, donc la machine traite la donnée brute. Voilà. Les algos, ils moulinent les données. Mais c'est l'humain, derrière, qui interprète, qui valide, qui transforme ça en savoir utile. Et en pratique, on suit souvent une méthode pour les projets, non? J'ai entendu parler de CRISP-DM. Oui, c'est un standard assez répandu, CRISP-DM. Ça structure le projet en phases. Alors, il y a quoi dedans? Comprendre le problème métier, d'abord? Oui. Ensuite, comprendre les données qu'on a. Et après arrive cette fameuse étape. La préparation des données, celle qui prend du temps. Exactement, c'est la plus gourmande. Puis viennent la modélisation, l'évaluation et enfin le déploiement. Et cette préparation, on dit aussi data munging. C'est ça, data munging. Et oui, les chiffres qu'on entend, souvent autour de 80% du temps, c'est réaliste. C'est vraiment crucial, 80%? Mais pourquoi c'est si long? parce que c'est là que la qualité se joue. Si le nettoyage, la mise en forme, c'est mal fait, toutes les conclusions derrière seront faussées. Et c'est inévitable. Ok. Et concrètement, les données, on les a souvent sous forme de tableaux, non? Lignes, colonnes. Oui, c'est la structure la plus courante, hein. Les lignes représentent les observations, les individus, et les colonnes, les caractéristiques, les features. Et c'est là que les bases de données, les BD, entrent en jeu, pour gérer ces tableaux mieux que de simples fichiers CSV, par exemple. Tout à fait. Un fichier CSV, bon, c'est simple, mais ça a plein de limites. Une vraie base de données, c'est beaucoup plus structuré. DAT disait que c'est une connexion de données opérationnelles stockées utilisées par les programmes applicatifs. C'est une bonne définition. Et quel est le gros avantage par rapport à un fichier plat? L'avantage énorme, c'est que le modèle des données, les règles pour assurer la cohérence, ce qu'on appelle l'intégrité, les contrôles d'accès, tout ça, c'est géré par le système de gestion de base de données, le SGBD. Ah, d'accord. C'est intégré. Voilà. Ça réduit la duplication d'infos et donc ça limite fortement les risques d'avoir des données incohérentes un peu partout. Et il existe différents modèles pour structurer ces données, j'imagine. On parle de modèles conceptuels, logiques. C'est ça, il y a plusieurs niveaux de vision. Le modèle conceptuel, c'est proche du monde réel. Le logique, c'est comment l'utilisateur voit les choses, par exemple avec SQL, et le physique, c'est comment c'est stocké sur le disque. Le plus connu, c'est le modèle relationnel, non? Avec les tables? Oui, le modèle relationnel, introduit par Code au début des années 70, c'est vraiment le classique. L'idée de base, c'est de tout représenter sous forme de tableaux qu'on appelle relations. Avec des règles assez strictes. Oui, pour garantir une certaine propreté, c'est ce qu'on appelle la première forme normale, la 1NF. En gros, Mhm. pas de lignes identiques, l'ordre des lignes ou des colonnes n'importe pas, chaque colonne contient le même type de données et surtout, Surtout. les valeurs doivent être atomiques. Ça veut dire indivisibles, une seule information par case du tableau.
Pas de liste, pas de structure complexe dans une seule cellule. D'accord, atomique. Et pour manipuler tout ça, le langage, c'est le SQL. Exactement. SQL pour Structured Query Language. C'est basé sur des opérations mathématiques, l'algèbre relationnelle. Sélectionner des lignes, projeter des colonnes, joindre des tables. Et les systèmes concrets qu'on utilise, c'est des trucs comme MySQL, PostgreSQL ou même SQLite pour des choses plus petites. Oui, ce sont des SGBD relationnels très populaires, chacun avec ses spécificités, mais basés sur les mêmes principes. Mais ce modèle relationnel, il a aussi ses limites, j'imagine. Bien sûr. L'atomicité, par exemple. C'est bien pour la rigueur, mais si on veut stocker une liste d'auteurs pour un livre, ou un historique de modification, ça devient compliqué. Faut créer d'autres tables, faire des liens. Et la normalisation, là? Le fait de découper en plein de tables pour éviter de répéter l'info? Oui, la normalisation, c'est essentiel pour éviter les incohérences quand on met à jour. Si une info n'est qu'un seul endroit, pas de risque de l'oublier ailleurs. Mais le revers de la médaille, c'est que ça fragmente un peu la vision, non? Et pour avoir une vue complète, il faut faire des jointures. Exactement. Beaucoup de jointures, join, entre les tables. Et ça peut coûter cher en performance, surtout sur de gros volumes. C'est un peu pour répondre à ça, à ces limites de flexibilité ou de performance sur certains cas d'usage que sont apparues les bases NoSQL. Précisément. NoSQL pour Not Only SQL. L'idée n'est pas forcément de remplacer le SQL partout, mais d'offrir des alternatives quand le modèle relationnel est moins adapté. Not only SQL, donc pas de SQL. D'accord. Et il y a différentes sortes de NoSQL, c'est ça? Oui, on peut les classer en grandes familles, en fonction de comment elles organisent les données. Alors voyons voir. Il y a les clés valeurs. C'est le plus simple. Une clé unique, comme une étiquette, qui pointe vers une valeur. Et cette valeur, ça peut être n'importe quoi. Du texte, un nombre, une image, un objet JSON. Très souple. Ok, simple et flexible. Quoi d'autre? Les bases documents. Là, on stocke des documents, souvent au format JSON ou similaire. L'avantage, c'est qu'un document peut avoir une structure interne complexe, avec des champs imbriqués, des listes. C'est idéal quand les données ont une structure un peu hiérarchique ou variable. Ah oui, ça ressemble plus à des objets qu'on manipule en programmation, peut-être... Un peu, oui. Ensuite, il y a les bases graphes. Celles-là, elles sont faites pour les données où les relations, les connexions sont hyper importantes. Genre, qui est ami avec qui sur un réseau social? Exactement. On modélise avec des nœuds, les personnes, les objets, et des arêtes, les relations entre eux. C'est très efficace pour explorer ces liens. Intéressant. Et il y en a d'autres? Oui, une catégorie un peu plus spécifique, liée au web sémantique, les bases orientées triplées. Elles stockent des faits sous forme de triplés. Sujet, prédicat, objet. Par exemple, Paris est la capitale de France. On les interroge avec un langage spécifique, Sparkle. D'accord. Donc, le choix du modèle, relationnel, clé-valeur, document, graphe, ça dépend vraiment du type de données et de ce qu'on veut faire avec. Tout à fait. Il n'y a pas de solution universelle. Bon, mais avant de stocker, il faut bien les récupérer, ces données, l'acquisition. On parle de données primaires, secondaires, ça veut dire quoi? Alors, les données primaires, c'est celles qu'on collecte nous-mêmes pour notre projet. On a plus de contrôle sur leur qualité normalement. Genre un sondage, des mesures de capteurs? Ouais. Les données secondaires, c'est celles qui existent déjà, qu'on récupère ailleurs, open data, achat de données, données dans notre service. Là, la qualité peut être plus variable. Et pour les récupérer, techniquement, il y a des approches différentes. Pool, push. Oui. En mode pool, c'est nous qui allons chercher les données périodiquement, on tire l'info. En mode push, c'est la source qui nous envoie les données dès qu'elles sont disponibles, en temps réel ou quasi. On pousse l'info vers nous. Et c'est là qu'on entend parler de data lakes, ces fameux lacs de données. C'est quoi leur rôle ici? Ah, le data lake. C'est un concept important, surtout avec le big data. L'idée, c'est d'avoir un endroit où on peut déverser toutes les données brutes, telles quelles. Toutes? Peu importe le format? Oui, structurées, semi-structurées comme du JSON, non structurées comme du texte libre, des images, des vidéos. On stocke tout sans forcément imposer une structure rigide dès le départ. C'est le principe du schéma on-read, c'est ça? On définit la structure quand on lit, pas quand on écrit. Exactement. C'est l'inverse du data warehouse traditionnel qui est schéma on-write. Le data lake offre une énorme flexibilité pour stocker d'abord et explorer, analyser ensuite. On ne perd rien. D'accord, flexibilité maximale. Mais une fois qu'on a toutes ces données, brutes ou pas, dans notre lac ou ailleurs, vient la question de la qualité. C'est crucial, on l'a dit. Comment on mesure ça, la qualité? Il y a plusieurs dimensions à regarder. On utilise souvent un acronyme un peu barbare, peut-être ACUCVT. ACUCTVT. Ok, ça donne quoi? A pour accuracy, l'exactitude.
est-ce que les valeurs sont correctes par rapport à la réalité? C pour completeness, la complétude, est-ce qu'il manque des valeurs? Mhm. U pour uniqueness, l'unicité, est-ce qu'il y a des doublons, des enregistrements répétés? C pour consistency, la cohérence, est-ce que des données se contredisent entre elles? V et T. V pour validité, la validité. Est-ce que les données respectent les formats attendus, les règles définies? Un email a bien un at, une date est une date valide. Et T pour timeliness, l'actualité. Est-ce que les données sont suffisamment récentes pour l'usage qu'on veut en faire? Ok. A, C, U, C, V, T. Pas mal de choses à vérifier. Et pour améliorer tout ça, on passe au nettoyage, le data cleaning ou data munging. Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Il y a plusieurs tâches classiques. D'abord, gérer les valeurs manquantes, les fameux nuls ou nan, et aussi les doublons. Les valeurs manquantes, c'est un vrai problème, ça peut fausser les calculs. Absolument. Alors, on a plusieurs stratégies. La plus simple, supprimer les lignes où il manque des infos. Mais on risque de perdre beaucoup de données. Oui. Alors, quoi d'autre? On peut remplacer la valeur manquante par une valeur fixe, 0, inconnue, ou par une mesure statistique comme la moyenne ou la médiane de la colonne. C'est mieux, mais ça reste une approximation. Oui. Et il y a des méthodes plus avancées. L'imputation, qui utilise des algorithmes, parfois même du machine learning, pour prédire la valeur manquante la plus probable en fonction des autres données. C'est plus complexe, mais souvent plus précis. D'accord. Et pour les doublons? Il faut les détecter et les supprimer. Garder une seule copie de chaque enregistrement unique. C'est la déduplication. Et ça mène à une autre idée, la résolution d'entités, c'est ça? S'assurer qu'on parle bien de la même personne ou de la même chose, même si c'est écrit différemment. Exactement. C'est un défi majeur, surtout quand on combine des données de plusieurs sources. Une même personne peut avoir plusieurs adresses e-mail, son nom peut être écrit avec ou sans accent, une entreprise peut avoir plusieurs filiales. Il faut réussir à regrouper tout ce qui concerne la même entité réelle. C'est ça. Ça recouvre la déduplication, mais aussi le record matching ou record linkage. Identifier et lier, voire fusionner les enregistrements qui se réfèrent à la même entité mais viennent de sources différentes. La fonction merge dans Pandas, par exemple, elle sert à ça, à rapprocher des tables. Oui, merge ou join dans Pandas, c'est l'outil de base pour combiner des data frames sur des clés communes. C'est une étape essentielle de la résolution d'entités et de l'intégration. Il y a aussi des techniques de canonisation pour choisir une forme standard pour représenter une entité. Ok. Et l'autre problème de qualité, c'était l'incohérence. Genre des données qui sont valides chacune de leur côté, mais fausses ensemble. L'exemple, c'était une ville dans la mauvaise province. Oui. Et Code, l'inventeur du modèle relationnel, liait beaucoup ce problème à la redondance. La redondance, le fait de répéter la même info. Exactement. Si l'info Monza est dans la province de Milan est écrite à 50 endroits différents et qu'un jour on corrige à 49 endroits mais pas le 50e, on crée une incohérence. Logique. Et la solution, a priori dans le monde relationnel, c'était quoi déjà? C'était la normalisation. L'idée est de décomposer les tables de manière à ce que chaque information élémentaire ne soit stockée qu'une seule fois. On se base sur les dépendances fonctionnelles. Si connaître X nous donne Y, alors Y dépend fonctionnellement de X. La normalisation vise à éliminer les redondances liées à ces dépendances. C'est assez technique, mais l'idée c'est d'éviter la répétition grâce à la structure des tables. C'est ça. En contrepartie, il faut utiliser la jointure pour rassembler l'information quand on en a besoin. Mais ça, c'est quand on peut concevoir la base relationnelle proprement. Si on reçoit des données en vrac, comment on gère les incohérences? Alors, on passe à des techniques a posteriori. Le rule-based cleaning, par exemple. Nettoyage basé sur des règles. Oui. On définit des règles métiers ou logiques que les données doivent respecter. Ça peut être des règles de type une colonne doit contenir des nombres, d'intervalles, l'âge doit être entre 0 et 120, d'obligation, un client doit avoir une adresse, ou des règles plus complexes entre colonnes, la date de livraison doit être après la date de commande. Et on vérifie si les données respectent ces règles. Voilà, avec des outils comme Pandas, on peut facilement écrire des requêtes pour identifier les lignes qui violent ces règles, et ensuite décider comment les corriger. D'accord. Donc, on a acquis, on a nettoyé. Souvent, l'étape suivante, c'est d'intégrer les données, non? Les rassembler depuis différentes sources. Oui, l'intégration des données, c'est fondamental. Rarement toute l'information utile se trouve au même endroit. Il faut combiner des sources hétérogènes pour avoir une vue d'ensemble et extraire du sens. Et là, il y a deux grandes approches dont on entend souvent parler. ETL et ELT.
C'est ça. Ce sont deux stratégies pour le flux de données. ETL, ça veut dire Extract, Transform, Load. On extrait les données des sources, on les transforme, nettoyage, harmonisation des formats, calcul, et enfin, on charge, load, le résultat propre dans la destination, typiquement un data warehouse. C'est l'approche classique, non? Oui, c'est l'approche historique. La transformation se fait avant le chargement. Et ELT, c'est l'inverse. Pas tout à fait l'inverse, mais l'ordre change. Extract, load, transform. On extrait les données brutes, on les charge load directement dans la destination, souvent un data lake ou un data warehouse moderne, capable de gérer des données brutes. Et la transformation, T, elle se fait après, au moment où on a besoin d'analyser les données. Ah, d'accord. Quel est l'avantage de ELT? C'est plus flexible, ne charge tout rapidement sans attendre les transformations qui peuvent être longues. Et on peut appliquer différentes transformations pour différents usages plus tard. C'est une approche qui colle bien avec la puissance des outils cloud et des data lakes. Intéressant. Ça nous amène à comparer un peu ces différentes architectures de stockage. On a parlé de la BD relationnelle opérationnelle, du data warehouse, du data lake. Oui, ce sont des outils différents pour des besoins différents. La BD relationnelle opérationnelle, c'est pour faire tourner les applications au quotidien. Les données sont souvent très normalisées, elles changent constamment, l'historique n'est pas toujours la priorité. Le data warehouse, DW, lui, c'est pour l'analyse décisionnelle, la business intelligence. Exactement. C'est un entrepôt centralisé, les données sont intégrées, nettoyées, historisées, on garde les anciennes valeurs, et elles ne sont pas censées changer une fois chargées, non volatiles. Et le schéma est différent, moins normalisé. Souvent oui. On utilise des schémas en étoile ou en flocon qui sont dénormalisés pour faciliter les requêtes d'analyse complexes, mais ce schéma est défini à l'avance au moment de la conception et du chargement. C'est le schema on-write. Et le data lake, pour repréciser? Lui, c'est le grand réservoir. Il stocke tout, dans le format d'origine. Structuré, non structuré, binaire, peu importe. La structure, on l'applique quand on lit les données, schema on read. C'est le royaume de la flexibilité, idéal pour l'exploration et les analyses avancées type data science, où on ne sait pas toujours à l'avance quelles données seront utiles. Flexibilité versus structure, en quelque sorte. On peut le voir comme ça, oui. Et on entend aussi parler de bases de données distribuées. C'est encore autre chose, non? Oui, les DDBMS, Distributed Database Management Systems. L'idée, c'est de ne pas avoir toute la base sur une seule machine, mais de la répartir sur plusieurs sites, plusieurs nœuds d'un réseau. Pourquoi faire? Plus de performance? De sécurité? Les deux. Ça permet de traiter plus de données en parallèle, scalabilité, et d'avoir de la redondance pour que le système continue de fonctionner même si un nœud tombe en panne, haute disponibilité. Pensez à MySQL Cluster, ou des systèmes basés sur SQLite mais distribués comme REQLite, qui utilisent des protocoles comme Raft pour se coordonner. Mais distribuer, ça doit amener des complications, non? Comment s'assurer que tout le monde a la même info au même moment? C'est exactement le défi. Et il y a un théorème très important qui s'appelle le théorème CAP. CAP. Oui, CAP pour consistency, cohérence. Tous les nœuds voient la même version des données au même moment. Availability, disponibilité. Le système répond toujours aux requêtes. Et partition de tolérance, tolérance aux pannes réseau. Le système continue de fonctionner même si la communication est coupée entre certains nœuds. Et le théorème dit quoi? Il dit qu'un système distribué ne peut garantir parfaitement que 2 de ces 3 propriétés en même temps en cas de partition réseau. Il faut faire un compromis. Ah, on ne peut pas tout avoir. Cohérence, disponibilité, tolérance aux pannes. Faut choisir lesquels on privilégie. C'est ça. C'est un arbitrage fondamental dans la conception des systèmes distribués. Fascinant. Et un dernier terme technique, les médiateurs. Ça sert à quoi? Un médiateur, c'est un système intelligent qui se place au-dessus de plusieurs sources de données hétérogènes, des bases SQL, des fichiers, des API web. Et il fait quoi? L'utilisateur lui pose une question, une requête globale. Le médiateur se charge de traduire cette requête en sous-requête adaptée à chaque source, d'aller chercher les infos, de les réconcilier, parce que les schémas peuvent être différents, et de présenter un résultat unifié. Il masque la complexité et l'hétérogénéité des sources. Un peu comme un traducteur et un intégrateur automatique. Des plateformes comme Apache Spark peuvent faire ça. Oui, Spark, avec ses capacités à lire de multiples formats et à exécuter des requêtes distribuées, peut tout à fait être utilisé pour construire des systèmes de médiation ou d'intégration de données. Ok. Tout ça, gérer des données, les stocker, les intégrer,
Ça soulève forcément des questions de sécurité et de confidentialité, surtout avec les données personnelles. Évidemment, c'est un aspect absolument critique. Il faut connaître et respecter les réglementations, comme le RGPD, Règlement général sur la protection des données en Europe. Le RGPD qui est assez strict sur l'utilisation des données personnelles. Oui, il a une approche assez prescriptive. En data science, ça implique d'adopter des bonnes pratiques dès le départ. Comme quoi, par exemple? Déjà, l'anonymisation ou la pseudonymisation. Est-ce qu'on a vraiment besoin des noms, des adresses précises pour faire l'analyse? Souvent, non. Donc, on supprime ou on remplace ces identifiants directs autant que possible. Réduire le risque à la source. Exactement. Ensuite, le contrôle d'accès. Qui a le droit de voir ou de modifier quoi? Les SGBD offrent des mécanismes pour ça, comme les commandes grant et revoke en SQL pour gérer les permissions très finement. Donner accès juste à ce qui est nécessaire. C'est le principe de moindre privilège. Autre point clé, le chiffrement. Il faut crypter les données sensibles, aussi bien quand elles voyagent sur le réseau, en transit, que quand elles sont stockées sur disque, au repos. Pour qu'elle soit illisible si quelqu'un y accède sans autorisation. Voilà, et une attention particulière doit être portée aux environnements SQL ou Big Data, comme Hadoop. Ils ont souvent été conçus d'abord pour la performance et la flexibilité, et les aspects sécurité ont parfois été ajoutés après coup. Il faut donc souvent mettre en place des mesures de protection supplémentaires. D'accord. Et il y a aussi les vues dans les SGBD. Ça peut aider à la sécurité? Oui, une vue, c'est comme une table virtuelle définie par une requête SQL. On peut créer une vue qui ne montre que certaines colonnes ou certaines lignes d'une table, et donner accès à la vue plutôt qu'à la table complète. C'est un bon moyen de masquer des données sensibles. Malin. Un dernier point technique pour la route. Le mapping de schéma. Schema mapping. Qu'est-ce que c'est? Le mapping de schéma, c'est le processus qui consiste à établir des correspondances entre les éléments, les colonnes, les champs, d'un schéma de données source et ceux d'un schéma cible. C'est utile quand on veut intégrer des données de sources différentes ou quand on migre d'un système à un autre? Exactement. Il faut dire, cette colonne non client dans la source correspond à la colonne customer name dans la cible. Ça peut se faire manuellement ou avec des outils qui essaient de deviner les correspondances. Comment ils devinent? En comparant les noms? Oui, en se basant sur les métadonnées, nom, type de données, description, ou même en analysant le contenu des colonnes pour voir si elles contiennent des données similaires. Et il y a une approche plus avancée, le matching sémantique. Oui, là, on ne se contente pas de comparer les noms, on essaye de comprendre le sens des éléments. On utilise pour ça des vocabulaires contrôlés, des taxonomies ou même des ontologies, qui décrivent les concepts et leurs relations de manière formelle, par exemple avec le langage OWL. Pour comprendre que auteur et créateur peuvent désigner la même chose dans des contextes différents. C'est l'idée. C'est fondamental pour l'interopérabilité et c'est la base de ce qu'on appelle les Open Data liés, souvent décrites en RDF et interrogeables avec SparkQL. L'ontologie fournit le sens commun pour interpréter les données. Très bien. Bon, pour faire tout ça en pratique dans la vie de tous les jours du data scientist, l'écosystème Python avec la librairie Pandas, c'est un peu devenu incontournable, non? Ah oui, clairement. Pandas, avec sa structure de données centrale, le data frame, est l'outil de base pour la manipulation de données en Python. Ce data frame, ça ressemble quand même beaucoup à une table de base de données relationnelle, non? Une grille avec des lignes et des colonnes nommées. Visuellement, oui, la ressemblance est forte. Mais il y a des différences importantes dans la philosophie et le fonctionnement. Ah oui, lesquelles? SQL, c'est un langage déclaratif. On déclare le résultat qu'on veut obtenir, donne-moi les clients de Paris. Et c'est le SGBD qui se débrouille pour trouver la meilleure façon de le calculer en utilisant ses index, ses statistiques, son optimiseur de requêtes. On dit quoi, pas comment? C'est ça. Pandas, c'est une librairie Python, donc c'est impératif. On écrit le code qui dit comment faire les opérations, étape par étape. Prends ce data frame, filtre sur la colonne ville égale à Paris, puis sélectionne ces colonnes. Plus de contrôle sur le comment, donc. Oui, et une énorme flexibilité pour enchaîner des opérations complexes de nettoyage, de transformation, d'exploration. L'autre grande différence, c'est que Pandas opère principalement en mémoire vive, RAM. Ce qui le rend très rapide pour des volumes de données qui tiennent en mémoire. Exactement, mais ça peut devenir une limitation si les données sont trop grosses pour la RAM disponible. Les SGBD, eux, sont conçus pour gérer des données sur disque beaucoup plus volumineuses. D'accord? Mais les opérations de base qu'on fait en SQL, on peut les faire avec Pandas aussi? Sélectionner des colonnes, filtrer des lignes. Absolument. Il y a des équivalents directs. Par exemple, select colonne called from tableau en SQL, ça devient quoi en Pandas?
Ça devient quelque chose comme df col 1, virgule col 2, où df est le data frame. Et le where pour filtrer, where ville égale Paris. Ce sera df ville égale Paris. On utilise des masques booléens. Et pour combiner des conditions, and, or, on utilise les opérateurs et or. Order by pour trier, La méthode sort values. group by pour agréger, La méthode group by suivie d'une fonction d'agrégation, sum, min, count. et les join pour combiner des tables. C'est la fonction pd.merge qui est très puissante et offre différents types de jointures internes, externes, gauche, droite, comme en SQL. Donc on retrouve bien les mêmes concepts. Et Python avec Pandas permet de se connecter facilement aux bases de données SQL pour récupérer les données. Oui, très facilement. Il existe des librairies spécifiques pour chaque type de base, comme Psycho2 pour SQL, MySQL Connector Python pour MySQL. Ou alors, Pandas lui-même a des fonctions comme ReadSQL Query qui permettent d'exécuter une requête SQL directement et de récupérer le résultat dans un data frame. C'est super pratique. Et il y a aussi des outils qui font le pont entre Python et SQL, comme SQL Alchemy. Oui, SQL Alchemy est un ORM, Object Relational Mapper. Il fournit une couche d'abstraction qui permet d'interagir avec différentes bases de données SQL, SQLite, Postgres, MySQL, en utilisant des objets et des méthodes Python, plutôt que d'écrire du SQL brut. Ça peut simplifier le code et le rendre plus portable entre différentes bases. Ça facilite l'intégration donc. Et une fois qu'on a plusieurs data frames venant de SQL, de fichiers CSV, etc., on les combine avec merge, comme on disait. C'est ça, merge est vraiment la fonction clé pour l'intégration de données tabulaires dans Pandas. Et bien sûr, il y a toutes les autres transformations qu'on fait souvent en préparation des données pour le machine learning. Mettre les valeurs à la même échelle, scaling, transformer les variables catégorielles en nombres, encoding, découper des variables continues en intervalles, discretization. Tout à fait. C'est une partie importante de la préparation, souvent réalisée avec Pandas, combinée avec d'autres librairies comme scikit-learn, et souvent organisée dans des pipelines de traitement pour rendre le processus reproductible. Bon, on a fait un sacré tour d'horizon. C'était dense. Si on essaye de résumer, on est parti de la donnée brute, on a vu comment elle devient information, on a insisté sur l'étape critique et souvent très longue de la préparation, du nettoyage. Oui, le fameux data munging. On a exploré le paysage des bases de données, le relationnel, bien structuré mais parfois rigide, et le monde plus diversifié du NoSQL, avec ses différentes saveurs adaptées à différents besoins. Clés-valeurs, documents, graphes. On a aussi comparé les grandes architectures de stockage et d'analyse, la base opérationnelle, le data warehouse pour la BI et le data lake pour la flexibilité maximale. Sans oublier les défis de la distribution avec le théorème CAP. Et on a terminé en voyant comment des outils concrets comme Python et Pandas permettent de mettre tout ça en musique au quotidien. Si je devais retenir une seule chose, ce serait vraiment, encore et toujours, la primauté de la qualité des données. Le garbage in, garbage out, ça reste la règle d'or numéro 1. Sans données propres, fiables, cohérentes, on ne peut rien construire de solide. Et le deuxième point clé, c'est la sécurité et la confidentialité. Données personnelles. C'est une responsabilité majeure. Et pour finir, peut-être une petite question pour ouvrir la réflexion. On a vu cette tendance vers plus de flexibilité avec les data lakes, le NoSQL, le schéma on-read. Est-ce que ça veut dire que la structure rigide, la normalisation héritée du modèle relationnel classique, est en train de perdre du terrain? Est-ce que la flexibilité devient plus importante que la structure dans le monde très dynamique de la data science? C'est une question intéressante, je trouve. C'est une excellente question, oui. Probablement que la réponse n'est pas l'un ou l'autre, mais plutôt de savoir choisir le bon outil et le bon niveau de structure pour le bon usage. Un équilibre à trouver. Un équilibre à trouver. Voilà qui conclut bien notre discussion. Merci beaucoup. Merci à vous.